Alors, rebonjour à tous. Merci encore une fois d'être avec nous ce matin pour en savoir plus sur la maîtrise en sciences infirmières. Donc, je vais maintenant céder la parole à Madame Mélina Royal. Je suis Mélina Royal, responsable de la gestion des études au cycle supérieur. Mon rôle est donc d'accompagner les étudiants tout au long de leur cheminement, de l'admission jusqu'à la diplomation. Voici, avant de vous laisser entre les bonnes mains des professeurs et des étudiants que vous êtes venus entendre, je voulais seulement vous faire ressortir quelques particularités de la maîtrise. Ça va permettre de répondre à des questions qu'on me pose fréquemment. Donc, on peut passer à la prochaine page. Les options. On a 6 options maintenant à la maîtrise. Expertise clinique en sciences infirmières, gestion de proximité en sciences infirmières, formation en sciences infirmières, expertise clinique en sciences infirmières et intervention, gestion de proximité et intervention, formation et intervention. Vous allez voir avec les prochaines pages les petites différences. Le choix de l'option implique que vous allez faire tout le monde un mémoire. On peut passer à la prochaine. Toutefois, le mémoire pourrait avoir 18 ou 24 crédits. L'ampleur du projet va dépendre de beaucoup de facteurs, mais soyez rassurés, s'il vous plaît, les professeurs et les directeurs vont être capables de s'assurer que votre projet réponde aux exigences demandées. En particulier, les étudiants du practicum vont tous faire un mémoire 18 crédits. C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, un practicum, c'est quoi? Un practicum, c'est en fait 2 petits stages. Prochaine page, s'il vous plaît. 2 petits stages de 3 crédits chacun. Ça représente 15 jours de stage 15 jours dans le milieu par stage. Le premier stage vise à développer une expertise clinique auprès de la clientèle que vous allez choisir. Le deuxième vise à apprivoiser le rôle de l'infirmière en pratique avancée en fonction de l'option choisie, soit clinique, formation ou gestion. Donc, on vous attend. Les professeurs et les étudiants sont ici pour vous convaincre de venir passer les 2-3 prochaines années avec nous. Si vous avez des questions sur le programme, n'hésitez pas à nous contacter, moi ou la TGDE. Et en attendant, on vous encourage à aller être curieux, puis à aller explorer les différents liens qui se trouvent dans la page suivante. Donc, bonjour à tous, je me présente Étienne Paradis-Gagné. Je suis professeur adjoint à la Faculté des sciences infirmières. Puis, comme mes collègues, je vais vous faire une brève présentation de mes domaines de recherche, puis, dans le fond, dans laquelle thématique je supervise des étudiants à la maîtrise. Donc, moi, je donne les cours surtout en santé mentale et en santé populationnelle. C'est aussi là, mes 2 domaines de recherche. Donc, je fais surtout présentement des projets de recherche en santé mentale, plus précisément en psychiatrie légale, donc en soins infirmiers et médico-légaux. Donc, je m'intéresse à la pratique infirmière, surtout en milieu de psychiatrie légale, donc où est-ce qu'il y a des enjeux là, de santé mentale et de coercition également. Présentement, je travaille sur différents projets de recherche, dont un projet qui est plutôt dans la santé communautaire, qui porte sur la pratique infirmière, donc la pratique de proximité auprès des personnes en situation d'itinérance dans la région de Montréal. C'est un projet qui est en cours présentement. Et puis d'ailleurs, je suis à la recherche d'un étudiant de premier cycle pour un stage de recherche là, ce printemps ou cet été, si jamais vous avez des intérêts pour le premier cycle. J'ai aussi un projet qui est effectué à l'Institut Philippe Pinel de Montréal, où est-ce que je suis chercheur régulier. Et j'ai également des étudiants à la maîtrise qui font aussi leur projet, que ce soit à l'Institut Philippe Pinel de Montréal ou à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, ce sont les 2 milieux avec lesquels je collabore. Donc, si vous avez des intérêts dans le milieu de la santé mentale, de la psychiatrie et des soins infirmiers en santé mentale, bien, vous pouvez me contacter. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Et puis également, si vous avez des intérêts en santé communautaire, ce qui touche à la santé mentale, santé populationnelle, eh bien, ça me fera plaisir de discuter également avec vous à ce sujet. Donc, voilà ce qui porte pour mon côté. Je vais donc passer la parole à la prochaine personne. Je pense que c'est Amélie. Non, Joanne Derry. Joanne, c'est moi. Bonjour. Moi, je suis Joanne Derry. Je suis professeure adjointe aussi à la Faculté des sciences infirmières à l'Université de Montréal.
Moi, en fait, je suis professeure surtout en lien avec l'administration des services infirmiers, donc tout ce qui touche principalement à la gestion de proximité, comme vient de vous le présenter Mélina. Donc, j'ai une expertise clinique en périnatalité. J'ai travaillé aussi comme gestionnaire à la direction des soins infirmiers du CHU Sainte-Justine. Donc, j'ai des belles collaborations avec ce milieu-là. J'ai aussi beaucoup de collaborations avec le CHUM. J'ai plusieurs projets de recherche en cours actuellement, tant provincial qu'international. Donc, je m'intéresse principalement à tout ce qui touche au déploiement de l'étendue de la pratique des infirmières, peu importe leur milieu de soins. J'essaie de comprendre quels sont les facteurs qui contribuent ou qui limitent le déploiement de l'étendue de la pratique infirmière actuellement et qu'est-ce que ça a comme répercussion tant pour les infirmières elles-mêmes, les patients que pour les organisations. Donc, comme je vous disais, j'ai plusieurs projets qui touchent de près ou de loin à toutes ces problématiques-là. Et puis, récemment, on a développé une super belle collaboration avec le CHUV, le Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne. Et puis, on est en train aussi de développer une belle programmation de recherche là-bas dans laquelle il y aura certainement de la place pour un ou des étudiants qui sont intéressés soit au déploiement de l'étendue de la pratique infirmière ou encore à tout ce qui touche de près ou de loin aux pratiques de gestion de proximité de nos infirmières, assistantes infirmières-chefs ou infirmières-chefs. Donc, voilà, de belles perspectives pour l'avenir. Bonjour, Amélie Blanchette-Garneau. Je suis une femme blanche d'origine française et je tiens à mentionner aussi en premier lieu qu'on est sur les territoires non cédés. Là, l'Université de Montréal se situe sur les territoires non cédés de la nation ghanéenne Keraga. Donc, je voulais reconnaître notre situation géographique et territoriale en commençant. Donc, je suis professeure à la faculté depuis 2013. Je m'intéresse aux questions autochtones. Puis, j'aimerais prendre une petite minute aussi pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à toutes aux personnes de tous les genres. Ça peut inclure les femmes, les hommes, les personnes trans, queer, les autres, les personnes noires, blanches, autochtones, personnes de couleur, les personnes qui s'identifient comme hispaniques, latinos, les personnes de multiples descendances, les personnes qui parlent français, anglais, espagnol, les langues autochtones, le langage des signes. Bienvenue aussi aux personnes avec des handicaps visibles ou invisibles. Bienvenue aux personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, hétérosexuelles, pansexuelles, queer, puis les autres personnes à qui les étiquettes ne conviennent pas. Bienvenue aux survivants, bienvenue aux personnes qui s'identifient comme activistes, aux personnes qui ne s'identifient pas comme activistes. Bienvenue aux personnes célibataires, mariées, en couple, parents, dans des relations monogames, polyamoureuses. Donc, tout ça pour vous dire qu'à la faculté, on souhaite vous accueillir dans toutes vos identités. Vous êtes les bienvenus. Et puis, voilà, moi, je suis titulaire de la chaire de recherche autochtone en soins infirmiers. Et pour nous, c'est important justement de reconnaître l'identité et le passé de toutes et tous et leur expérience. Donc, on travaille à la chaire sur des projets qui visent à décoloniser la pratique et la formation infirmière pour favoriser l'accès, la qualité et la sécurité des soins là, qui sont offerts aux personnes autochtones. Donc, on entend malheureusement beaucoup de choses négatives ces temps-ci dans les médias. Donc, on essaie de travailler fort pour essayer de remédier à la situation. Donc, tous nos projets sont reliés soit à la formation, soit à la pratique et visent à lutter de façon directe ou indirecte contre le racisme systémique. Donc, quitte à contredire notre premier ministre à la chaire, on reconnaît que le racisme systémique envers les Autochtones au Québec. Et donc, à la chaire, on a aussi des possibilités de bourse. Donc, si le domaine de la recherche autochtone vous intéresse, il y a possibilité de faire des demandes de bourse directement à la chaire. Puis, on a aussi des postes d'auxiliaires de recherche. Donc, ça peut vous aider à financer vos études tout en vous permettant d'avoir des expériences d'auxiliaires de recherche. Si vous vous intéressez, pas nécessairement à la recherche autochtone, mais à la recherche qui implique toutes les formes de discrimination, je suis aussi habilitée là,
accompagner dans votre cheminement. J'ai une concentration en formation infirmière, mais ma recherche m'amène aussi là, à travailler dans la pratique clinique. Donc, on est en train justement de développer là, des interventions spécifiques avec le regroupement des centres d'amitié autochtones pour s'assurer de la qualité des soins là, qui est offert aux personnes autochtones, puis s'assurer qu'ils puissent naviguer dans notre système de santé en toute sécurité. Voilà. Merci. Bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Marilyn, je suis professeure agrégée à la faculté depuis 2008. Donc, ça fait vraiment plaisir de vous accueillir. Puis, je tiens à souligner, de vous remercier de votre participation, mais particulièrement de votre intérêt de vouloir poursuivre avec des études de deuxième cycle ou de troisième cycle et d'avoir de l'intérêt, en fait, à poursuivre à la faculté des sciences infirmières. Donc, moi, je me présente, en fait, sous mon expertise qui est la périnatalité, la néonatologie, mais j'aimerais vous donner aussi un portrait de l'ensemble des professeurs qui peuvent vous accompagner dans un parcours au deuxième cycle. Donc, tout d'abord, de mon point de vue, de mon expertise qui est au niveau clinique, au niveau recherche périnatalité, néonatologie, donc prendre soin des nouveau-nés prématurés a été une passion très tôt dans ma carrière et qui se poursuit maintenant en enseignement à la faculté et dans différents projets de recherche dont je suis la chercheuse principale, autant locale, provinciale qu'internationale. Donc, les étudiants qui travaillent avec moi au deuxième cycle ont la possibilité d'avoir une expérience comme attachée de recherche dans les projets dans lesquels je suis impliquée ou que je mène de front. Et ce qui permet aussi de faciliter parfois la collecte de données avec une affiliation avec des centres hospitaliers qui sont aussi affiliés à l'Université de Montréal. Donc, c'est un bénéfice quand on a la recherche qui est en cours, qui facilite parfois la collecte de données ou l'apprentissage, en fait, qu'on veut maximiser au niveau de la recherche pour les étudiants. Et je pourrais aussi, je pense, de façon générale, dire que c'est la même situation pour l'ensemble de mes collègues professeurs à la faculté. Aussi, par le biais de l'enseignement, les étudiants au deuxième cycle sont invités à participer avec nous, donc d'être tuteurs, d'être impliqués dans les cours, donc d'aller chercher aussi cette expertise-là au niveau de l'enseignement, puis d'agir à titre de mentor auprès d'étudiants qui sont au premier cycle. Donc, on tente de vraiment maximiser par le biais de nos expertises, en fait, tout ce qu'on souhaite qu'un infirmier, une infirmière de deuxième cycle développe en termes de pratiques avancées. Donc, ça donne un bref survol de mes propres intérêts, mais aussi à la faculté des possibilités, un partenariat entre les différents étudiants. Il y a un beau partage de différents. On a vu depuis le début de cette rencontre, les professeurs, on a différentes expertises. Toutes mises ensemble vous exposent à différents domaines et vous permet aussi, avec plusieurs étudiants, de créer un beau partenariat, autant avec les professeurs qu'entre vous, et qui maximise tout votre apprentissage dans des études supérieures. Donc, bienvenue. Je serai toujours disponible pour répondre à vos questions plus précises dans le domaine de la périnatalité ou de la néonatologie ou toute autre question qui serait en lien avec un processus d'études supérieures. Bienvenue à tous. Alors, bonjour. Oui, c'est mon tour. Merci, Marilyn. Alors, je suis Marie-Josée Levert, je suis professeure agrégée à la faculté. Comme mes collègues, là, je tiens vraiment à vous souhaiter la bienvenue parmi nous aujourd'hui. De mon côté, j'ai un parcours assez particulier dans la mesure où je ne suis pas infirmière, ce qui fait qu'on a aussi un corps professoral à la faculté là, qui inclut des professeurs qui ont fait des études autres que celles d'infirmières. J'ai un doctorat en psychologie. Donc, je m'intéresse particulièrement à la résilience puis à la qualité de vie des personnes qui vivent des situations de santé chroniques. Ma programmation de recherche porte sur le développement d'expérimentations, d'interventions vraiment de nature psychosociale qui vont soutenir la résilience et la qualité de vie, comme je vous disais, des personnes qui vivent des situations de santé chronique. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, ce sont des projets de recherche qui sont subventionnés et dans lesquels mes étudiants peuvent participer comme assistants de recherche et éventuellement développer aussi leur propre maîtrise là, en créant un projet qui est connecté là, à mes projets de recherche
qui sont financés. Il y a aussi des possibilités, évidemment, de bourse. Donc, je pense que c'est des conditions, là, comme ce que mes collègues ont mentionné, qui sont vraiment facilitantes pour la réussite des études de deuxième cycle. Qu'est-ce que je vous dirais d'autre? Peut-être vous donner des exemples. En fait, j'ai développé une intervention d'accompagnement citoyen qui a été développée à l'origine pour les personnes qui vivent dans la communauté là, avec un trauma crânien, des séquelles de trauma crânien plutôt. C'est une intervention qui a été adaptée, expérimentée auprès des personnes âgées en perte d'autonomie. Là, on s'apprête à l'adapter, à l'implanter auprès des personnes qui ont une blessure médulaire d'origine traumatique. Mais vraiment dès les soins aigus là, à l'hôpital, dans des projets qui sont très interdisciplinaires, même, je dirais, intersectoriels jusqu'à un certain point, parce qu'on implique, par exemple, l'ETS, l'École de technologie. Donc, il y a des aspects technologiques aussi qui sont reliés là, en termes d'innovation à mes différents projets. Alors, si vous voulez en savoir plus ou si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer avec moi. Alors voilà, je laisse la parole à Lucie, je crois. Merci, Marie-Josée. Et bienvenue. Bienvenue à tous et toutes et merci de votre présence. Alors oui, mon nom est Lucie Richard. Moi, je suis prof titulaire à la faculté depuis avant les années 2000, en 1995. C'est donc dire, bon, une longue expérience d'enseignement et de recherche du côté de l'enseignement dans les cours de santé communautaire, contenu santé publique, mais aussi les méthodes de recherche. Et mon champ de recherche pendant toutes ces années encore, c'est la santé communautaire, en particulier la prévention, la promotion de la santé. Alors, j'ai fait toutes sortes de projets dans différentes thématiques, comme le vieillissement, comme la santé des aînés, la réduction du tabagisme. De façon contemporaine, je travaille beaucoup sur des problèmes qui s'inscrivent dans l'approche Une seule santé ou One Health, qui est une approche qui prend beaucoup de force actuellement. C'est une approche où on vise à relier, à la fois au niveau de la recherche, au niveau de l'intervention et des politiques, la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement. On reconnaît que les problèmes de santé sont des problèmes complexes qui interpellent souvent, si vous voulez, plusieurs composantes de l'écosystème. On a juste pensé à la COVID, qui est probablement un très bon exemple ces temps-ci, qui montre bien que la santé des animaux, tous les problèmes au niveau des environnements, la déforestation, etc., créent des menaces pour la santé humaine. Donc, il y a un intérêt, si vous voulez, à embrasser ces perspectives de santé d'une approche beaucoup plus globale. Je m'intéresse, tout ça pour dire aussi que je m'intéresse grandement ces temps-ci à toute la question de l'intervention, de l'implication des professionnels de la santé, en particulier les infirmières, évidemment, au niveau des changements climatiques, au niveau de problématiques environnementales globales. Il y a différents organismes en position de leadership au sein de notre profession qui ont émis des avis, des prises de position. Je pense à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, au Secrétariat international des infirmiers et infirmières de l'espace francophone, qui ont exprimé de l'intérêt que les infirmières s'impliquent davantage dans la recherche et dans l'action sur les changements climatiques. D'autres professions, on pense en particulier aux médecins, sont déjà assez avancées là, au niveau de leur mobilisation, en fait, comme professionnels au sein de ces problématiques-là. Alors, des étudiants ou étudiantes qui auraient de l'intérêt pour creuser la question sous différents angles, c'est tout à fait ouvert, contactez-moi et on pourrait examiner les possibles en termes de projet. Alors, voilà, c'est ça pour l'instant. Et puis, n'hésitez pas à me contacter là, pour en discuter plus avant. Merci. Alors, merci beaucoup à chacun des professeurs pour vos partages. Maintenant, nous allons entendre 3 étudiants de l'Université de Montréal, bien évidemment, sur leur expérience en tant qu'étudiants en sciences infirmières. Donc, nous allons débuter avec Samy. Je te laisse la parole. Bonjour, bonjour tout le monde. Écoutez, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Mon nom est Samy Taha, je suis étudiant au doctorat en sciences infirmières. Et je suis sous la direction de la professeure Laurence Bernard et du professeur Détons. Et je travaille, je m'intéresse à la santé de la communauté LGBTQ+.
et principalement les personnes âgées issues de cette diversité culturelle et de genre, sexuelle et de genre. Donc pour dire que comme étudiant, mon expérience comme étudiant à la faculté et comme étudiant international, je peux dire que j'ai été très bien adapté à un nouvel environnement d'apprentissage. Les professeurs vraiment nous laissent pas travailler comme ça, seuls, sans qu'ils nous outillent. Et puis là, je pense que vous n'avez pas choisi l'Université de Montréal par hasard, parce que vous savez très bien qu'on est parmi les grandes, meilleures universités dans le monde, et surtout la faculté des sciences infirmières, elle est la première faculté parmi les facultés des sciences infirmières et départements du monde francophone, en fait. Donc voilà, et puis je vous invite vraiment je vous invite à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions parce que on est là aussi pour vous. Merci. Moi, je vais poursuivre au niveau de mon expérience d'étudiante. Donc, mon nom, c'est Sophie Sergerie-Richard. Je suis infirmière depuis 4 ans, donc je suis une jeune infirmière. J'ai complété une technique, en fait, au départ en soins infirmiers. Ensuite, j'ai poursuivi au bac et dès l'obtention de mon diplôme de baccalauréat, j'ai pris la décision de continuer encore et de m'inscrire à la maîtrise en sciences infirmières, plus précisément dans l'option expertise clinique avec la modalité mémoire. Assez rapidement, là, je m'intéresse au domaine de la santé mentale, plus précisément chez les jeunes adultes qui sont atteints d'un trouble concomitant de santé mentale et d'usage de substances. Donc, j'aimerais ça vous parler un petit peu plus au niveau de la vie sociale, parce que de mon côté, en fait, dès le début de ma maîtrise, je me suis impliquée au sein de l'association étudiante en tant que coordonnatrice à la vie étudiante. Je suis également parent-aidante au programme de parent-aidant en sciences infirmières de l'Université de Montréal, qu'on appelle dans le jargon le PASSIUM. Donc, on est une équipe, en fait, pour vous dire un petit peu, on est une équipe d'une dizaine d'étudiants qui viennent des 3 cycles d'études de la faculté, le bac, la maîtrise, le doctorat. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer, de faire la promotion du bien-être de tous nos collègues étudiants. Donc, avec ces 2 mandats-là, autant à l'ASSO qu'avec le PASSIUM, ça m'a amené à organiser, par exemple, des activités de promotion du bien-être physique, émotionnel, par exemple. Donc, ça permet vraiment, ces activités-là, de dynamiser la faculté. Ça aide au sentiment d'appartenance entre collègues, mais également le sentiment d'appartenance à la faculté. Ça aide beaucoup pour s'intégrer aussi au début, mais il faut dire que la proximité entre les étudiants est vraiment très présente là, à tous les niveaux. Étant étudiante à la maîtrise, pour moi, c'est vraiment facile d'entrer en contact avec des étudiants au doctorat ou au bac. Donc, on est vraiment tous très près les uns avec les autres. Sinon, ben, maintenant, je suis rendue au stade de rédaction de ma maîtrise. Donc, la première année qui était principalement des cours est complétée. Donc, je suis maintenant à la rédaction de mon mémoire. Puis, je voulais parler un petit peu juste des bourses, là, parce que je pense que c'est quand même un élément qui est important à discuter, parce que c'est un élément qui est central là, quand on est étudiant au cycle supérieur. Je vous dirais qu'un atout, c'est vraiment de regarder ça dès le début. Et à la faculté, il y a plusieurs bourses qui sont offertes, des bourses d'admission, ce qui permet de vous pratiquer à compléter comme un document de demande de bourse, mais aussi à bonifier votre CV, ce qui peut vous permettre d'obtenir des bourses qui sont d'un plus gros montant, par exemple des bourses de fin de maîtrise. Donc, ce qui n'est pas négligeable, là, quand on peut réussir à avoir des montants de comme 20 000 $, bien, au final, on est comme payé à étudier, à vraiment se concentrer sur nos études. Je pense que c'est un peu ce qu'on souhaite là, quand on est étudiant, justement. Puis sinon, ben, il y a beaucoup d'opportunités d'auxiliariat, de recherche, d'enseignement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça vous permet un peu d'aller voir si c'est des intérêts que vous avez, l'enseignement ou la recherche, puis de cristalliser un peu tout ça. Puis, je dirais que pour des personnes qui sont intéressées par l'expertise clinique, donc la pratique clinique, c'est super intéressant d'être auxiliaire de recherche parce que ça vous permet de faire le pont finalement entre
tous ces intérêts-là que vous avez. Puis, ça vous permet un petit peu de déjà mettre les pieds sur des milieux cliniques où vous souhaitez travailler après l'obtention de votre maîtrise, là, même si vous êtes étudiant en temps plein, donc vous gardez un contact avec les milieux cliniques. Alors, je dirais que c'est pas mal ça. Je ne vais pas trop prendre de temps. Si jamais vous avez des questions précises par rapport à tout ça, gênez-vous pas. Puis, au plaisir d'y répondre. Bonjour à tous. Donc, je vais clore les présentations. Donc, je m'appelle Christine, je suis étudiante aussi à la maîtrise, mais moi, je suis en première année et en option formation. Donc, je termine actuellement ma première année. Pour faire du pouce vraiment sur ce que Sophie disait, je trouve que les liens vraiment à la maîtrise sont super serrés. Vraiment, ça nous permet vraiment de se lier au niveau professionnel à des gens qui ont des intérêts semblables à nous. Puis aussi, ça nous permet de développer nos intérêts, hein. C'est sûr qu'au début de la maîtrise, on n'est pas certain c'est quoi nos intérêts. On sait de façon générale dans quel domaine on travaille, un petit peu vers où on veut s'en aller. Moi, c'est une inquiétude que j'avais au départ. Je ne savais pas trop vers quoi j'avais envie de travailler, ça serait quoi mon projet de recherche. Donc, mettez-vous pas trop de pression à ce niveau-là, c'est tout à fait normal. Allez-y avec des professeurs vraiment qui ont des intérêts, qui coïncident là, avec ce que vous faites. Là. Moi, dans le fond, je suis infirmière depuis 2018. Je travaille en psychiatrie au premier épisode psychotique. Donc, j'ai toujours eu un intérêt pour la psychiatrie, ce qui m'a emmenée à travailler avec professeur Goulet, là, avec qui enseigne aussi, peut-être que vous avez vu, si vous êtes à l'Université de Montréal, au baccalauréat. Donc, vraiment, depuis mon implication avec Mme Goulet, j'ai eu l'occasion de travailler comme auxiliaire de recherche aussi avec elle à l'Institut universitaire en santé mentale. J'ai eu l'occasion de me joindre à plein de projets, donc c'est vraiment intéressant pour mettre un pied vraiment dans la recherche. Mais aussi, on peut s'impliquer dans l'enseignement aussi comme auxiliaire d'enseignement au niveau de la correction, faire du tutorat pour les stages. Donc, c'est vraiment une belle expérience pour expérimenter, savoir qu'est-ce que vous aimez, vers quoi vous voulez vous enligner. Moi, j'ai fait ma maîtrise. En fait, initialement, j'étais inscrite au practicum. Donc, je pourrais vous répondre à vos questions aussi si vous en avez concernant ce nouveau programme-là. Je suis par contre maintenant inscrite plutôt au programme 24 crédits, donc au mémoire complet, si on veut. Donc, je pourrais aussi peut-être vous guider avec ça. Là, par rapport aux bourses aussi, je pense que Sophie a fait vraiment le tour à ce niveau-là, mais c'est super important de vous renseigner puis d'essayer d'aller chercher le plus d'expérience possible. Allez voir ce que vous pouvez essayer, puis vos professeurs, ils l'ont tous très bien présenté, mais je veux vraiment réitérer, ils vous aident tout au long à fournir de l'expérience, à vous impliquer dans des projets dans lesquels ils sont impliqués, peut-être vous donner des opportunités de travailler comme auxiliaire de recherche, comme auxiliaire d'enseignement. Donc, vraiment, c'est une expérience extraordinaire qui vous permet vraiment d'avoir un pied dans le rôle avancé puis de mieux vous guider. Puis, je suis certaine que ça va vous donner le goût de continuer au doctorat parce que pour moi, c'est ce que ça a fait. Donc, n'hésitez pas avec vos questions. On est vraiment là pour vous accompagner. Il n'y a pas de questions niaiseuses. On est là pour vous. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va maintenant passer à la période des questions. Donc, on a une première question qui est bonjour, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on peut choisir un directeur de recherche? Je peux répondre vu que je pense que des trois, c'est moi que ça fait le moins longtemps que je l'ai fait. Donc, en fait, vous allez recevoir, suite à l'acceptation dans le programme, parce qu'on sait qu'il y a certains programmes au 2e cycle, au 3e cycle, où il faut avoir trouvé un directeur de recherche avant d'être accepté. Pour ce qui est des sciences infirmières, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, stressez-vous pas avec ça. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver de directeur de recherche, vous allez pouvoir regarder ça avec la gestion des études. Mais pour ce qui est, en fait, comment ça fonctionne, c'est que vous allez recevoir une liste des projets qui sont en cours et des professeurs qui acceptent actuellement des étudiants. Vous pouvez aussi faire des recherches là, au niveau au niveau du site Internet de la faculté, à savoir qui travaille dans vos domaines d'intérêt et tout ça. C'est quoi les domaines d'intérêt des professeurs? Puis à ce moment-là, vous écrivez une lettre dans laquelle vous allez donner de façon générale une idée de projet que vous avez, une idée, un angle peut-être que vous avez envie de prendre par rapport à un projet qu'eux, ils font, des choses comme ça. Donc, ça, c'est des choses qui vont se passer durant l'été, d'habitude. Là. Donc, mettons, du mois de juin à août, là, vous allez avoir certaines communications avec les professeurs, une entrevue, plusieurs entrevues peut-être. Les professeurs recommandent toujours de s'adresser à un professeur à la fois. Donc, vous allez avec un professeur, vous tentez votre chance. Si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez tenter votre chance auprès d'un autre
d'un autre professeur, là, mais vraiment, ça va être au niveau de cet été. Assurez-vous d'avoir une idée de projet. Ce n'est pas obligé d'être extrêmement précis, mais vraiment d'avoir une idée de projet, là, sur quoi vous aimeriez travailler, quelque chose qui est innovant, quelque chose sur lequel on a besoin de faire des recherches. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches préalablement ou même, si vous voulez, vous pouvez toujours aller faire un tour sur les banques de données, savoir qu'est-ce que les professeurs ont déjà publié à ce niveau-là. On va passer à la prochaine question, qui est peut-être plus pour les professeurs. Quelles sont les forces et les qualités qu'un étudiant ou une étudiante à la maîtrise devrait avoir selon vous? Parfait. Ben, en fait, c'est un petit peu pour pas les compétences, mais je veux dire les caractéristiques des étudiants. Ben, je pense que ça prend une passion. Il faut vraiment aimer le projet que vous allez entamer parce que vous allez être quand même 2 ans, 3 ans à travailler dans le même projet. Donc, il faut vraiment avoir un intérêt, un vif intérêt pour son projet. C'est beaucoup plus facile parce que vous allez passer beaucoup d'heures à travailler sur le sujet. Donc, c'est important de trouver quelque chose qui vous intéresse. Puis sinon, je pense que ça prend aussi une bonne organisation de votre temps et de votre travail, parce que la plupart d'entre vous, vous allez aussi souvent travailler comme infirmière dans le milieu. Donc, vous allez être étudiant en même temps que clinicien. Donc, c'est important d'avoir une bonne gestion du temps, une bonne organisation du travail. Parce que c'est sûr que pour qu'est-ce qui aide à la réussite universitaire au cycle supérieur, bien, il y a 2 choses. C'est l'argent, de ne pas avoir de problématiques financières, puis d'avoir du temps. Parce qu'il y a aussi l'isolement, qui est une problématique. Les choses c'est quoi les obstacles à la réussite universitaire? C'est souvent l'isolement social, puis l'argent. Donc, c'est important de vous organiser dans le temps puis dans votre travail. C'est les conseils que j'aurais pour les caractéristiques. Oui, merci Étienne. Je vais reprendre le fil. Ben, j'avais comme toi, Étienne, la passion pour un sujet, pour des études avancées, pour l'avancée des connaissances et des pratiques là, dans le domaine des sciences infirmières. C'est clair que ça va haut sur la liste. J'avais aussi le sens de l'organisation parce que oui, il y a la conciliation souvent du travail et des études, mais même juste à l'intérieur des études, il peut arriver des fois qu'il y a des embouteillages dans les sessions, il y a beaucoup de travaux à remettre en même temps, il y a le projet de recherche à démarrer. Une fois qu'on est dans le projet de recherche, la rédaction, l'analyse, parfois, là, on a besoin, on se sent un peu écartelé entre les différentes demandes là, au niveau des études. Alors, ça prend évidemment la capacité de s'organiser, d'avoir un agenda, de trouver des stratégies pour atteindre nos objectifs. J'ajouterais que certainement une bonne chose, c'est des habiletés au niveau de l'expression écrite, parce qu'il y a, vous l'avez vu, un mémoire d'une ampleur qui peut différer selon le profil que vous choisissez, mais évidemment, le mémoire, c'est un exercice d'écriture et ça aide quand vous avez déjà des habiletés à ce niveau-là. L'expression orale aussi, parce que dans les cours, et puis si vous êtes dans le cheminement recherche, vous allez souvent être appelé à communiquer vos résultats, votre protocole, etc. Donc, ça peut certainement être un atout. La curiosité, quand on est dans des études avancées, c'est parce qu'on veut être à la fine pointe, on veut faire avancer les connaissances, les pratiques. Et ça demande une bonne dose de curiosité pour avoir du plaisir là-dedans. Des habiletés de réseautage, que ce soit dans un cheminement praticum ou dans un cheminement recherche. Souvent, vous pouvez être appelé, par exemple, à travailler en collaboration avec les collègues dans une équipe de recherche, dans un milieu de recherche, ou quand vous allez faire votre praticum dans le milieu de stage. Donc, ça, évidemment, c'est certainement des atouts. Finalement, la persévérance. C'est sûr qu'un parcours d'études supérieures, c'est long et on peut risquer de rencontrer des petites embûches. Bon, parlez-en aux cohortes qui sont passées à travers la COVID, là. Il y a des moments où il faut se redéfinir, peut-être se réorganiser. Quand on rédige la mémoire, et parfois il peut y avoir des petits cul-de-sac où il faut retourner à la table à dessin, se questionner. Alors, persévérance, ténacité sont certainement de belles qualités. Merci. Juste pour compléter, au niveau de... En fait, je suis vraiment d'accord avec tous ces points-là. Merci à vous deux d'avoir bien résumé ça. Puis en fait, je vais mettre dans le chat une ressource que je trouve intéressante pour l'expression écrite, qui est mon compagnon de rédaction scientifique qui est écrit par Sylvie Jutras. Je trouve qu'il aide parce qu'assez tôt dans le parcours de maîtrise, vous avez à définir une problématique puis à développer un argumentaire. Donc, ce livre-là vous donne vraiment des outils
pour ça. Donc, si vous voulez avoir une petite idée des exigences que ça peut avoir au niveau de la rédaction, vous pouvez peut-être consulter ce livre-là. Là, je sais qu'il y en a dans plusieurs bibliothèques et tout ça, puis il est même offert en ligne en format PDF. Donc, je vais mettre le lien dans le chat. En fait, merci à mes collègues pour les précisions. Je suis d'accord avec tout ce qui a été discuté. Il y a un point que j'ai mentionné quand je me suis présentée précédemment, c'est le partenariat qui est créé avec la personne, le directeur que vous allez choisir pour travailler. Puis je pense que ça, c'est un atout qui est important, une caractéristique importante des étudiants, de vraiment créer un beau lien, un partenariat avec votre directeur, en fait, pour avoir des objectifs précis dans l'avancement. Ça facilite beaucoup le parcours. Donc, vous avez un plan d'études à compléter au départ qui permet d'avoir certains objectifs, autant au niveau des cours que les demandes de bourse que vous pourriez soumettre, des publications ou des conférences que vous pourriez faire. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps, puis d'explorer et de planifier avec la personne avec qui vous travaillez ce parcours-là. Donc, c'est vraiment un avantage pour vous d'utiliser cet outil-là, mais aussi de le faire en collaboration de votre directeur, directrice pour guider votre parcours et qui va faciliter finalement les embûches, comme Lucie a mentionné, mais qui va aussi encourager votre persévérance et votre motivation dans votre projet. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Je me permettrais peut-être de rebondir sur ce que tu dis, Marilyn. Le mot qui m'est venu en tête spontanément aussi, c'est la débrouillardise. À l'université, à la faculté, on a beaucoup de ressources qui sont là, qui sont à la disposition des étudiants au cycle supérieur. Donc, d'être capable d'abord de se renseigner, on vous donne l'information, mais d'aller chercher et d'utiliser aussi ces ressources-là. On a parlé des ressources financières, des bourses, des possibilités d'avoir un soutien financier, mais il y a plein d'autres choses. Entre autres, je pense à notre bibliothèque, nos bibliothèques plutôt, et les responsables, les bibliothécaires qui sont là, qui peuvent vous aider quand il s'agit, par exemple, de faire des recherches d'articles, de commenter, en fait, vos stratégies de recherche, vos recensions des écrits. Donc, il y a les professeurs qui sont là, mais il y a toute une panoplie d'autres personnes et d'autres ressources là, que vous devriez utiliser là, dans une perspective où vous voulez vraiment réussir et avoir un parcours à la maîtrise qui est pas seulement couronné de succès, mais qui est aussi là, jalonné par le plaisir. Alors voilà. Merci beaucoup, Madame Levert. On a maintenant une question pour les étudiants. Donc, comment arrivez-vous à jumeler votre vie professionnelle à votre vie académique? Est-ce possible de travailler à temps partiel sur une unité de soins, par exemple, en même temps qu'être étudiante à la maîtrise? Christine, je ne sais pas si tu veux y aller parce que je sais qu'en ce moment, tu as le profil cours et travail, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Ben, j'ai un peu le profil de quelqu'un qui en fait trop, mais c'est correct. Je travaille à l'hôpital. Je suis aussi dans l'association étudiante avec Sophie. Je suis auxiliaire de recherche et auxiliaire d'enseignement. Donc, oui, c'est possible. Ma réponse va peut-être être un petit peu plate, mais j'aurais tendance à dire que ça dépend pour chaque personne. Je pense que chaque personne est différente. Si c'est quelque chose que vous arrivez déjà à faire en faisant votre baccalauréat, j'aurais tendance à dire que ça va être la même chose. Donc, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est vraiment d'y aller tranquillement au début. Prenez-vous un certain nombre d'heures, quelque chose de semblable à ce que vous faites au baccalauréat, puis regardez voir comment ça fonctionne pour la première session. Au niveau de la charge de travail, j'aurais tendance à dire que c'est semblable. Donc, peut-être qu'avec le temps, là, vous allez... moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué que la majorité des étudiants font, mais... peut-être tranquillement, vous allez développer un intérêt vers les choses qui sont un peu plus recherche ou un peu plus enseignement. Donc, peut-être que vous allez diminuer vos heures aussi pour accorder plus d'heures à des investissements, mettons, à l'école ou en recherche, là. Donc, ça va vraiment être à vous, mais c'est tout à fait possible de le faire, là. Je pense qu'il y a des gens qui font des choses vraiment exceptionnelles, là, qui travaillent à temps plein en même temps que faire leurs études. Est-ce que c'est souhaitable? Non. Mais est-ce que c'est faisable? Oui, tout à fait. Pour rebondir un peu là-dessus, puis je pense que c'est important, quand on s'inscrit à la maîtrise, en tout cas, je pense que ça faut un peu voir nos priorités à ce moment-là parce que ça devrait être un peu ce qui est au centre là, de ce qu'on veut faire parce que
une maîtrise qui n'est pas finie, puis on dit ça souvent, mais une maîtrise qui n'est pas finie, ça ne sert pas à grand-chose. Fait qu'il faut vraiment essayer de s'organiser le plus possible pour que ce soit au centre de notre attention, là, si c'est ça qu'on veut finalement, une maîtrise. Pour vous donner un peu un exemple, moi, au début, je travaillais une fin de semaine sur 2. Durant les cours, je n'aurais pas fait plus que ça. Puis, par la suite, un peu comme Christine l'a dit, il y a plusieurs opportunités d'auxiliaires de recherche, d'auxiliaires d'enseignement qui souvent se pointent le bout du nez. Là, donc, c'est un peu difficile de passer à côté de ça quand c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, il faut toujours rester un peu à l'affût de nos intérêts, puis choisir en conséquence. Mais je dirais que pratico-pratique, là, une fin de semaine sur 2, c'est un peu ce qui fait le plus de sens, en tout cas, je pense, en général. Puis, une fois qu'on est rendu à la 2e année, donc au niveau plus de la rédaction, à ce moment-là, c'est vraiment à vous de vous organiser. Vous êtes très autonome, mais ça sous-entend justement une grosse capacité d'organisation. Donc, il faut arriver à ne pas s'en mettre trop sur les épaules parce que d'un autre côté, il faut aussi avancer notre propre projet. T'sais. Donc, voilà. Oui, merci Sophie. Je vais faire du pouce là-dessus. Là. Moi, personnellement, je travaille 4 quinzaines, donc c'est faisable aussi. Ça dépend vraiment pour chaque personne, mais je sais que ça a été soulevé par M. Paradis-Gagné. Je trouve que c'est vraiment intéressant à dire là, concernant les moyens financiers. Vraiment, je pense que ça peut être quelque chose qui nous ralentit à la maîtrise. C'est vraiment important de concentrer le temps à faire avancer le projet parce que, comme Sophie l'a dit, une bonne maîtrise, c'est une maîtrise qui est finie. Là. Donc, c'est sûr que à partir de la rédaction, on a plus de temps. Donc, on peut peut-être... théoriquement, en fait, c'est censé être 1 an, mais ça peut être plus long que ça si jamais il y a quoi que ce soit. Mais il y a quand même beaucoup de cours, il y a quand même beaucoup de demandes. Là. Donc, c'est vraiment important d'être en mesure de pouvoir passer suffisamment de temps à compléter les cours et les exigences. C'est sûr que les exigences sont plus élevées. Les cours ne sont pas faciles non plus, donc c'est tout à fait normal. Là. Je pense que vraiment, il faut porter une bonne réflexion à savoir si on est actuellement capable de pouvoir entreprendre des études supérieures, à savoir si on est capable de rentrer à la maîtrise en fonction de ce qu'on est capable versus travail, tout ça. C'est sûr qu'il y a toujours les bourses, mais ça peut être plus difficile en début de parcours d'obtenir des bourses, étant donné que les bourses dépendent souvent des publications versus l'implication et les notes. Donc, à ce niveau-là, ça peut être un petit peu plus difficile. C'est une bonne réflexion à avoir, c'est sûr. Merci beaucoup à vous deux. On a une autre question qui nous vient d'un spectateur. La personne se demande si j'ai choisi l'option formation infirmière et intervention, en fait, quelles sont les perspectives et que pensez-vous de cette option? Il y a plusieurs opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Si vous choisissez l'option formation, vous développez des compétences en sciences de l'éducation spécifiques aux sciences infirmières. Mais vous pouvez aussi travailler après comme enseignante au collégial et aussi après comme chargée de cours à les facultés des sciences infirmières. Donc, et aussi, vous pouvez travailler même dans les hôpitaux comme conseillère en formation, puis formation des professionnels de la santé. Donc pas mal ça. Si je peux faire du pouce là-dessus, c'est concernant le practicum aussi, là, parce que ce que je constate, c'est ça, vous étiez inscrit au programme practicum. Ce que ça va faire, en fait, c'est que vous allez avoir, là, comme on l'a mentionné tout à l'heure, vous allez avoir 2 stages. Donc, vous allez avoir l'opportunité de voir comment ça se passe en milieu clinique, c'est quoi les options au niveau de l'emploi que vous pourriez avoir en milieu clinique. Donc, peut-être là, vous allez avoir une meilleure idée. Il y a énormément de choses qui s'offrent à vous, que vous fassiez le practicum ou pas. Au bout de la ligne, c'est vraiment juste, en fait, une question d'expérience clinique versus expérience de recherche. Là. Vous allez pouvoir voir au niveau de la DSI dans les centres hospitaliers ce que vous pouvez faire. Donc, vous avez même l'opportunité là, avec votre directrice de voir quel genre de stage vous intéresserait. Ce n'est pas juste on vous envoie où ça donne. Vous allez pouvoir vraiment avoir l'occasion de faire un choix dans quel genre d'unité vous voulez aller, dans quel genre de milieu hospitalier, quel genre de poste vous voudriez
découvrir. Donc, vous allez vraiment avoir l'opportunité de réfléchir à cette question-là lors du stage. Je vais passer à la prochaine question. Bonjour, étant une étudiante au baccalauréat présentement, je me demande quels sont les avantages concrets de faire le cheminement Honor en vue de la maîtrise. C'est une très bonne question. En fait, le cheminement Honor vous permet de développer vos compétences en recherche. Vous vous intégrez dans une équipe de recherche ou bien dans une équipe discuter avec un professeur et puis vous faites un stage de recherche. À ce moment-ci, vous pouvez vraiment voir si vous aimez la recherche, vous découvrez de plus en plus. Donc, c'est très intéressant. Donc, c'est ça le type cheminement. J'ajouterais, Samy, merci, que dans le cheminement Honor, donc oui, il y a le petit stage dont Samy parlait qui nous permet de voir si vraiment on aime ça la recherche. Puis après, c'est peut-être un bon départ là, pour continuer un projet de maîtrise parce qu'on a déjà une petite idée du domaine, puis de la clientèle qui nous intéresse, puis de la démarche. Fait que c'est un bon départ. L'autre avantage, c'est que selon le choix de cours que vous faites, parce que là, dans le cheminement Honor, on peut choisir des cours qu'on veut faire. C'est des cours de maîtrise qu'on fait pendant le bac. Ensuite, ces cours-là sont transférables à la maîtrise. Ça veut dire que vous faites 2 cours de moins durant votre maîtrise, durant la première année, ce qui allège quand même considérablement là, le travail et qui vous permet peut-être donc d'accélérer dans le développement de votre projet d'études. C'est pas rare, c'est rare, mais ça arrive que nos étudiants, au lieu de prendre 2 ans pour finir, ils prennent 5 sessions. Fait que c'est un autre avantage. Merci beaucoup, Madame Royal. J'ai une autre question pour vous. À quoi ressemble l'horaire des cours? Donc, l'horaire des cours, c'est un petit peu différent de ce que vous connaissez au bac, là, si vous avez fait votre bac chez nous. Donc, c'est des plages horaires fixes. Un cours, c'est 1 fois par semaine, un bloc de 3 heures, 1 fois par semaine. On fait environ 4 cours par session si on est à temps plein, 2-3 si on est à demi-temps. J'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des stages et est-ce que l'Université de Montréal aide ses étudiants à trouver des stages? Les stages, c'est donc les petits practicums. L'université, est-ce qu'elle vous aide? Bien, oui, on peut vous aider ou encore, vous avez peut-être des idées d'endroits que vous aimeriez visiter. Vos directeurs de maîtrise vont être là pour vous accompagner là-dedans aussi. Donc, ça va être une discussion entre vous, votre directeur, peut-être des petites recherches de votre côté. On peut vous soutenir aussi. Ça va se faire au courant de la première session. Excellent. Merci beaucoup, Madame Royal. La prochaine question, c'est est-ce que c'est une formation plutôt théorique ou pratique, la maîtrise en sciences infirmières à l'Université de Montréal? C'est une formation théorique, mais active, c'est-à-dire l'enseignement, il est fait donc c'est une approche par compétence. Et puis, l'enseignement, il est fait avec des méthodes actives, novatrices. C'est pas tout le temps magistral. Il y a des travaux de groupe, il y a des études de cas, il y a il y a des capsules vidéo. Même les évaluations, c'est pas toujours la majorité du temps sur papier ou c'est ça. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait ajouter quelque chose. Je peux peut-être un peu aller dans le même sens, en fait, que Samy. Donc, oui, je veux dire, c'est certain qu'il y a des compétences théoriques à aller chercher là, qui nous demandent d'être pas toujours dans l'action, mais reste que les cours sont faits pour qu'on soit stimulé à un certain niveau qui fait que tu ne fais pas seulement lire tes trucs chez toi puis avancer. Donc, il y a quand même ce côté-là de mettre en pratique ce que tu lis dans tes cours par des travaux d'équipe, par exemple, aussi. Puis, je peux peut-être donner un exemple avec un cours qui est les perspectives systémiques familiales, donc qui nous amène à mettre en
vraiment, peut-être que si vous avez fait votre bac là, à l'UTM, vous savez un petit peu de quelle théorie je parle, là, de quel modèle je parle, mais à la maîtrise, on est vraiment amené à pousser ça encore plus loin. Puis c'est un cours qui est beaucoup dans le pratique, justement. Donc, on se pratique, oui, entre nous, mais on est même amené à poursuivre avec en genre de simulation, finalement. Donc, c'est un exemple de théorie qui, finalement, on doit vraiment mettre en pratique dans le cadre d'un cours, là. J'ajouterais en fait que la plupart des cours fonctionnent vraiment dans une approche de pédagogie inversée, c'est-à-dire que le professeur ne va pas être en avant à dispenser son cours, puis à dispenser les savoirs pendant la durée du cours. Au contraire, on va demander aux étudiants d'être autonomes, de préparer leur lecture, leurs questions. Puis la plupart des cours sont vraiment organisés pour utiliser cet espace-là pour maximiser, favoriser les échanges entre les étudiants avec le professeur dans la perspective où on veut vraiment créer, je dirais, une communauté d'apprentissage là, à travers les cohortes, à travers les différents cours aussi. Donc, comme le disait Samy tout à l'heure, c'est vraiment une approche qui est très active, où l'étudiant est vraiment placé en position d'activité. Donc, je ne sais pas si l'opposition théorique, pratique, c'est vraiment cette question-là qu'il faut se poser, ou plutôt de dire qu'on met en pratique, on demande aux étudiants d'être très proactifs dans les différents cours. Puis, j'ajouterais à ça, bien évidemment, avec le volet practicum à la maîtrise, notre nouvelle maîtrise, bien, il y a les stages. Donc, il y a cette possibilité-là d'être plus dans la pratique clinique ou pratique de formation. C'est ce que l'étudiant recherche. Et peut-être dire un petit mot là, pour ce qui est des IPS, bien évidemment, là, il y a beaucoup de laboratoires d'expérimentation, de laboratoires relationnels, de laboratoires aussi plus techniques auxquels les étudiants sont appelés à participer. Une autre question d'un participant qui se demande, il nous dit « Vous pouvez me conseiller, s'il vous plaît, j'hésite entre choisir la maîtrise avec 24 crédits ou 18 crédits. Quelle est la meilleure option à entamer? » Je vais quand même me lancer, Lucie aussi, pour en dire quelques mots, puisqu'on était les professeurs qui avons accompagné dans le cadre des séminaires les étudiants de cette première cohorte de la nouvelle maîtrise-là. À mon avis, ça dépendait vraiment de vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'aller chercher des compétences qui sont plus d'ordre clinique? Par exemple, je vais donner un exemple, un étudiant qui aurait fait son baccalauréat, donc le bac initial, donc qui n'est pas passé par le DEC, qui n'a peut-être pas beaucoup d'expérience clinique, qui veut aller chercher de l'expérience clinique durant sa maîtrise, bien, le volet practicum à ce moment-là peut être intéressant. Ce qui est le fun avec les practicums, c'est que l'étudiant, c'est à vous d'identifier c'est quoi vos objectifs, vos besoins d'apprentissage. Et à partir de ces besoins-là, bien, le stage est construit. Donc, c'est là que vous allez identifier quel milieu de stage, quel mentor dans ce milieu-là vous pouvez aller chercher de manière à vraiment atteindre vos objectifs. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Lucie ou Mélina, ou quelqu'un d'autre. Bien, je vais laisser Mélina. Moi, je n'ai rien ajouté à ta présentation. Marie-Josée qui est très bien. Non, en fait, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de meilleure option à choisir. Ça dépend de vos intérêts, ça dépend de vos besoins. Il arrive aussi que des gens avec beaucoup d'expérience choisissent de faire le practicum parce qu'ils ont envie d'explorer une nouvelle clientèle ou approfondir leur connaissance sur une clientèle, mais la regarder peut-être d'un autre œil. Par exemple, on peut se considérer expert en cardio parce qu'on soigne les patients hospitalisés en cardiologie, mais est-ce qu'on sait tout des besoins des familles de ces patients-là? Donc, ça peut convenir pour toutes sortes de personnes, le practicum. Puis le mémoire, bien, 18 ou 24 crédits, c'est un travail original, c'est un travail rigoureux dans les deux cas. C'est peut-être juste au niveau de la complexité de la démarche, de la méthodologie que ça va changer. Mais les deux sont bons, les deux sont excellents. En fait, j'ai l'impression que dans la question, il y a aussi la partie option, donc expertise clinique, formation ou gestion. Ben, je pense que dans le titre, on peut comprendre c'est quoi mettons, les directions qu'on sous-entend là, par gestion, formation ou expertise clinique. Mais je pense qu'il faut surtout garder en tête que peu importe lequel on fait,
La maîtrise, ça ouvre beaucoup de portes. Puis on l'a vu tout à l'heure là, avec la présentation des professeurs. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus spécialisés avec la formation, mais qui peuvent tout de même accompagner des étudiants au niveau de l'expertise clinique parce qu'au final, les postes que vous allez pouvoir obtenir après une maîtrise, ce sont toutes des compétences qui sont pertinentes. Donc, autant la formation, la gestion, qu'un niveau un petit peu plus clinique là, de gestion d'équipe et tout ça. Donc, je dirais que au final, c'est ça rejoint tout ça. Puis, en fait, ensemble, là, les étudiants, on a même des cours communs. Là. Donc, il y a certains cours qui sont différents selon l'option que vous allez choisir, mais on a plusieurs cours aussi qu'on fait tous ensemble. Là. Donc, pour vous dire à quel point, finalement, les compétences qu'on développe sont toutes pertinentes, peu importe l'option qu'on choisit. Donc, je vous dirais de vous ramener à savoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus entre les trois. Puis, ça devrait vous aider à vous guider dans la décision. On a une nouvelle question d'un participant. Quels sont les avantages sur les plans professionnels, académiques, social et économiques de faire une maîtrise, sachant que j'entends souvent qu'il n'y a pas de grande différence entre le bac et la maîtrise? Je peux ouvrir le bal là-dessus. En fait, je pense que... Excusez-moi, j'ai un chat. Il y a beaucoup de différences. Honnêtement, je trouve que ça ouvre beaucoup de portes. Peut-être on peut penser ça par rapport au fait qu'il y a certains postes à l'hôpital qu'on peut obtenir, même si on n'a pas fait de maîtrise, mais ça ouvre quand même beaucoup de portes, des choses qu'on voit moins directement dans les soins, mais tout ce qui est au niveau de la DSI, tout ce qui est au niveau des conseillères en soins, mais aussi tout ce qui est au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche. Donc, ça ouvre énormément de portes, là, vraiment. Bon, c'est sûr, au niveau financier, que c'est différent, ça, c'est certain. Plus on avance dans les études, plus c'est différent. Par contre, je pense aussi au niveau des connaissances, on va vraiment plus loin, on va dans la pratique avancée, là, donc on va plus dans ce qui est dans l'administration des soins, dans la formation des infirmières ou dans l'amélioration des pratiques de soins. Donc, on n'est plus directement avec le patient, mais plutôt avec les infirmières. Donc, oui, en effet, il y a vraiment beaucoup de changements. Aussi, j'aimerais ajouter que, en fait, faire une maîtrise en sciences infirmières, ça vous permet, si vous voulez, de s'ouvrir au monde qui est autour de vous. Parce que au bac, on nous enseigne à vraiment donner de bons soins optimaux, de qualité aux patients. Mais une fois que vous élargissez votre vision à la maîtrise, vous voyez des théories provenant des sciences d'éducation, des sciences de la gestion, du politique. Tout ça est important et intéressant pour que vous puissiez vraiment, tout le monde, moi aussi, à donner des soins de qualité parce qu'à la fin, on développe notre rôle de plaidoyer auprès du patient. C'est ce qui m'a poussé à venir ici à l'Université de Montréal parce que j'avais une cause. Et vous, et toute personne qui fait une maîtrise a une certaine cause en soi, même s'il ne la connaît pas encore, pour plaider pour sa propre identité comme infirmière, mais aussi pour plaider auprès des soins équitables auprès du patient. Donc là, c'est différent, mais c'est toute une panoplie d'ouverture. C'est tellement enrichissant. Merci. Moi, j'ajouterais mon petit grain de sel là, du point de vue santé publique, promotion de la santé, et puis c'est vrai aussi des autres domaines. La maîtrise permet d'acquérir une formation en recherche au bac, c'est sûr. Il y a une introduction aux méthodes de recherche au bac. Et dans plusieurs cours, évidemment, c'est une compétence qu'on travaille, c'est certain. Mais à la maîtrise, vous avez l'occasion d'approfondir parce qu'il y a des cours spécifiques aux méthodes de recherche en général, mais aussi, vous pouvez vous spécialiser. Il y a des cours en qualitatif, en quantitatif. Vous pouvez compléter par des cours de statistiques qui sont offerts dans d'autres facultés sur le campus avec qui on est en lien. Alors, ça peut permettre justement de parfaire, d'acquérir des compétences qui peuvent faire de vous une ressource précieuse dans des équipes de recherche. Moi, j'ai au moins une étudiante qui a poursuivi sa carrière comme agente de recherche dans des équipes, y compris à l'extérieur du Québec, quand sa famille a été relocalisée. Donc, ça peut être une perspective tout à fait intéressante. Ça peut être vrai ici aussi, dans le milieu universitaire, mais dans des structures de santé publique aussi, qui recherchent du personnel hautement qualifié
pour participer à des activités de recherche. Et la maîtrise peut fort bien vous y préparer et puis être aussi une passerelle pour aller vers le doctorat où vous pouvez compléter encore, aller encore plus loin. Merci beaucoup, Madame Richard. Donc, le temps file et on arrive déjà à la fin de la séance. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous entendre et de vous parler. Donc, je termine rapidement en mentionnant qu'il y a plusieurs, en fait, que toutes les séances semblables à celle-ci sont disponibles en rediffusion sur la page Vidéo sur demande du site de la mission. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est date limite et conditions d'admissibilité, nous vous invitons à consulter les fiches descriptives des programmes sur le site de la mission de l'Université de Montréal. Pour les programmes de premier cycle, il est possible de contacter l'admission par courriel, clavardage et téléphone également, du lundi au vendredi. Et pour les programmes de cycle supérieur, vous pouvez toujours entrer en contact avec les études supérieures et postdoctorales. Finalement, je vous invite à nous suivre sur Instagram. On a un compte qui s'appelle umontréal.futurétudiant, donc où vous pouvez suivre justement le parcours de toutes sortes d'étudiants qui viennent de toutes sortes de parcours, de programmes différents. Donc sur ce, je vous remercie encore une fois et à très bientôt.